Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Et bienvenue, vous venez de publier la planification écologique. C'est le deuxième volet de votre programme L'Avenir en commun et c'est un élément dont les citoyens doivent s'emparer. On va en parler évidemment. Ce deuxième volet est consacré aux questions écologiques. Pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie. Bonjour Ali, bonjour Jean-Luc Mélenchon, bonjour à tous. Solène de Royer du journal Le Monde, bonjour Solène. Bonjour à tous. Bonjour madame. Laurence Perron de France Inter, bonjour Laurence. Bonjour. Freiner sans enfermer, ce n'est pas du Magritte, mais ceci n'est pas un confinement. C'est la formule de Jean Castex pour décrire la nouvelle stratégie du gouvernement pour lutter contre le coronavirus. Vous ne vouliez pas d'ailleurs du confinement, Jean-Luc Mélenchon. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait par cette sorte de formule hybride? Olivier Véran, ce matin dans Le Parisien, refuse le mot même de confinement. Et s'il devait inventer un slogan, il dirait « s'aérer pour souffler, se distancier pour se protéger ». Vous signez? Bon, on va éviter d'être trop cruel, mais je vois que vous avez déjà réussi quelque chose, c'est à comprendre ce qu'a dit Monsieur Castex et en quoi consiste la nouvelle situation. Nous sommes donc des confinés déconfinés qui avons l'autorisation de circuler sans exagérer, et nous sommes invités à nous confiner tout en respirant dehors. Bon, ça me paraît d'une clarté tout à fait grande. C'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'il nous disait il y a quelques mois. Monsieur Véran dit que je jette du venin. Non, je fais attention, au contraire, je pèse mes mots depuis le début pour pas ajouter de la pagaille à la pagaille. Mais pour être juste, Jean-Luc Mélenchon, et que tout le monde comprenne, dans Le Parisien, Olivier Véran dit « Si le populisme pouvait sauver des vies, on le saurait. Les Français n'ont pas besoin du venin de Jean-Luc Mélenchon, ils veulent des soins et des vaccins. » Voilà, ça donne un peu ça donne le ton extrêmement personnel sur lequel il traite ses problèmes. Mais Monsieur Véran restera pour moi l'homme qui, assis à son banc de ministre, quand on lui disait « mais l'Organisation mondiale de la santé dit il faut tester, disait ça servait à rien. Quand on leur a dit il faut les masques, bref, ils n'ont jamais rien prévu, rien anticipé, parce qu'ils avaient en tête une idée qui était soit qu'un vaccin allait surgir par Sanofi, soit que les gens s'immuniseraient tout seuls. Mais avouez que le monde entier a été pris de vitesse, Jean-Luc Mélenchon. Pardon ? Avouez que le monde entier a été pris de vitesse par le virus. Oui, c'est certain. C'est pourquoi, au premier confinement, nous étions extrêmement prudents, nous faisions des propositions. Elles n'ont jamais été entendues. Je vous rappelle que j'ai été traité de tous les noms pour avoir dit qu'il fallait organiser un plan de déconfinement au début du précédent confinement. On a dit vous tirez dans le dos. Puis, quand nous avons dit il y a une deuxième vague qui va arriver, on se moquait de nous. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas des génies, je tiens à le dire à tous ceux qui m'écoutent, c'est nous renseignions, on parlait, on confrontait des idées. Une seconde, je vais finir et vous m'interrogerez. Je veux donc dire qu'il est possible de prévoir, d'organiser, et en tout cas d'avoir une autre tactique que le confinement, qui est une méthode moyenâgeuse. Donc depuis maintenant plus de 6 semaines, nous avons proposé l'idée de la société par roulement, de même que, ça c'est pour la partie gestes barrières et moyens barrières, pour la partie vaccin, de faire appel à tous les vaccins disponibles et ne pas en sélectionner certains contre d'autres, et enfin mettre le poids sur les soins, c'est-à-dire la façon avec laquelle sont soignés les gens pour que il n'ait pas besoin d'aller en réanimation. Et je termine en vous disant que je ne peux pas croire à la parole officielle à propos des vaccins, puisque lorsque l'Organisation mondiale du commerce s'est réunie, qu'il y a été présenté par je crois une 50aine de pays la demande que les vaccins soient mis en accès libre pour tous les pays du monde, pour que tout le monde puisse en produire, la France et l'Union européenne ont voté contre la licence libre. C'est un scandale parce que c'est non-assistance à personne en danger. C'est pourquoi d'ailleurs, quand j'ai demandé aux Cubains s'ils comptaient nous prêter leurs vaccins et nous en donner, ils nous ont dit non, nous n'en vendons pas aux pays riches, nous en donnerons aux pays pauvres parce que plus de la majorité des vaccins ont été retenus par les pays riches. Ce n'est pas juste. Alors, Nathalie Saint-Cric. Jean-Luc Mélenchon, face à la situation à laquelle on est confronté, qu'est-ce que vous faites ? Vous fermez les écoles ? Est-ce que vous accélérez le vaccin en faisant sauter les critères, comorbidité, diabète, je sais pas quoi, c'est-à-dire vous dites en gros, toutes les personnes qui veulent se faire vacciner le pourront, c'est ce que propose Anne Hidalgo, de faire sauter ce verrou. Et troisièmement, puisque vous trouvez effectivement que le reconfinement, confiné à l'extérieur dedans, parce que vous avez parlé du génie de la chienlit d'Emmanuel Macron, qu'est-ce que vous faites comme règle ? On peut circuler partout. Donnez-nous juste les 3-4 pistes que vous auriez choisies. Je pensais l'avoir fait à l'instant, mais je sais que je m'exprime très mal et qu'on ne comprend pas ce que je dis. Des écoles, alors, commençons par le début. Il faut des vaccins pour ralentir
la propagation de la maladie. Je propose donc que les vaccins soient mis en accès libre, en licence libre, pour que tous les pays puissent en produire, pour qu'on puisse faire une vaccination de masse. La France est capable de vacciner absolument tout le monde. Elle le faisait naguère pour toute une génération avec le BCG. Tous les ans, elle fait 1,5 million de vaccinations par semaine pour la grippe. On sait le faire. Donc, point numéro 1, multiplier l'accès au vaccin. Ne pas attendre, comme on le fait par exemple pour le vaccin russe, alors qu'on sait depuis le mois de novembre qu'il fonctionne, que la paperasse bureaucratique de l'Union européenne ait été remplie pour qu'on y accède. 1. 2. Une société de rotation, c'est-à-dire, par exemple, puisque nous sommes en crise, en guerre, en je ne sais quoi, les superlatifs aujourd'hui ne manquent pas, j'y reviens, on fait donc une société par roulement, c'est-à-dire qu'on évite de faire en sorte que les gens soient agglomérés dans les lieux de transport en commun, et je propose par exemple la réduction du temps de travail pour qu'une entreprise, un jour démarre 1 heure plus tard, chaque jour, que l'horaire soit changé de manière à ce que tout le monde ne soit pas sur les quais. Enfin, les soins, je propose qu'on autorise tous ceux qui mettent au point des soins à aller au bout de leur recherche, et je comprends très mal que l'on ait bloqué l'Institut Pasteur de Lille qui allait entrer en phase opérationnelle pour un des traitements. Alors, il y a d'autres laboratoires qui mènent ces recherches, notamment à l'hôpital Cochin, et ils sont menés par un jeune médecin, Benjamin Terrier, mais c'est vrai que ce travail sur les traitements est engagé. Mais juste sur l'école, et on va avancer parce que c'est vrai que vous avez déjà eu l'occasion de vous exprimer sur le sujet. Très bien. Alors justement, pour l'école, pardon, je vais un peu me répéter, je propose qu'on vaccine le personnel, tout le personnel, absolument tout le monde. Même s'ils veulent pas ? Tous ceux qui le veulent, qu'ils soient vaccinés, et pour ça qu'on augmente le nombre des vaccins disponibles, donc qu'on fasse des licences libres. Deuxièmement, je propose, comme je viens de le dire, la société par roulement. Donc dans les classes, les tout petits groupes sont en classe, les autres sont en études surveillées. Pour les études surveillées, un certain nombre de gens, je ne sais plus jusqu'à quelle génération, ont connu ça. Il y avait là des étudiants qui menaient l'étude et ils venaient à la rescousse et à l'aide pour les jeunes, pour améliorer leur... Voilà ce que je propose. Je n'ai jamais cru qu'on pourrait s'en sortir autrement que collectivement et avec des méthodes qui impliquent toute la population dans le combat. Si bien que la crise du Covid, qui en quelque sorte semblait être un éteignoir de politique, à mes yeux est le contraire. Elle réveille toute la politique. Quelles sont les méthodes qu'il faut mettre au pouvoir? Quelle place donne-t-on à l'hôpital public? Qu'avons-nous à dire? J'aurais pu le préciser. Je m'opposerai à la fermeture, vous m'avez demandé des mesures concrètes. J'annulerai toutes les mesures de fermeture de lits qui ont été prises depuis 1 an, parce que ça continue, on continue à fermer des lits. Et voilà des choses très simples et concrètes, mais dont l'arrière-plan est, à quoi croyons-nous? Nous croyons au collectif, nous croyons au fait qu'on s'y met tous, ou bien on croit que chacun s'en sort comme il le peut, dans un système où les consignes sont tellement confuses qu'on finit par se demander si elles existent. Solène de Royer, puis Laurence Perron. Oui, les Français supportent de moins en moins les restrictions de liberté imposées par l'exécutif. C'est en tout cas ce que nous apprennent les enquêtes d'opinion. Il y a eu ces derniers jours des manifestations anti-confinement en Allemagne, en Suisse, mais aussi en Grande-Bretagne, à Londres notamment. Est-ce qu'il y a un risque de désobéissance civile en France, Jean-Luc Mélenchon ? Bien sûr. Et en France autant qu'ailleurs. Et on n'a pas... Pardon, je sais bien que ma parole ne vaut pas une enquête sur 900 personnes, mais ça fait quand même maintenant plus d'1 mois et demi qu'on leur a dit ça ne tiendra pas. Si vous reconfinez, ça se passera mal parce que les gens n'en peuvent plus. Parce que les êtres humains sont des êtres sociaux. Donc être privé de circulation, d'habitude, c'est une peine, ça s'appelle la prison. Donc là, c'est une bonne méthode employée par le gouvernement, puisque ça n'est pas un confinement à strictement parler. Commençons d'abord par partir du fond, avant de carburer à coups de petites phrases sur le gouvernement. Donc, reconfiner, vous le savez comme moi, puisque maintenant vous avez une enquête d'opinion, ce qui est donc mieux que ce que nous, on pouvait dire. 17 députés, qu'est-ce que c'est? Nous avons quand même, nous, une connaissance de l'état d'esprit des citoyens. Et je vous dis que, c'est ce qui me permet de vous dire, que la 4e vague, après les 3 qu'on va se payer de contagion, elle sera psy. C'est-à-dire que vous allez avoir, tout d'un coup, vous allez découvrir que des milliers de gens ont franchi un point psychologique et alors, il faudra y faire face. Alors pourquoi c'est comme ça? Encore une fois, les êtres humains sont des êtres sociaux. On m'a vu, par exemple, défendre à l'Assemblée la réouverture des lieux de culte. Alors, on ne pouvait pas s'attendre à une chose pareille de moi. Ça m'a valu d'être traité d'agent des églises par le Figaro, ce qui est presque un compliment. Eh bien, pourquoi? Parce que le culte, le rite, le rapport que les croyants mettent à Dieu est fondamental dans leur existence, et notamment face à la mort et à l'angoisse. C'est la même question pour la culture et les lieux de culture qui sont aujourd'hui
fermer. La protestation qui a lieu dans le milieu culturel, qui... À Lyon, à Bordeaux, à Paris, vous avez été soutenir ceux qui occupent sites, des nous y salles. sommes tous allés. Oui, mais ce qui est important, c'est de voir qu'ils ont compris et ils font quelque chose d'admirable, c'est-à-dire qu'ils regroupent tous les précaires, et pas seulement les précaires de la culture. Et ça, ils mettent le doigt. Vous voyez, à travers la crise du Covid, on met le doigt sur quelque chose qui avait fini par devenir banal. La précarité, ma foi, la société vivait avec. Et tout d'un coup, elle découvre que la précarité devient mortelle, parce que vous avez des gens qui n'ont pas travaillé depuis un an, qui n'ont plus de revenus, et qui vous disent, quand vous les rencontrez, demain je n'aurai plus qu'un logement, ma voiture. Bachelot, c'est au contraire l'occupation des théâtres qui est inutile et dangereuse. Jean-Luc Mélenchon, que le gouvernement ait choisi et maintienne cette position de maintenir fermés les lieux culturels? Je ne me l'explique pas, parce que ce sont les lieux les plus faciles à contrôler. D'ailleurs, même l'occupation est contrôlée. Je peux vous dire, à l'Odéon, il n'y a pas plus de 40 personnes. À Paris. On rentre et on coche là aussi des papiers pour dire qu'on est bien les personnes prévues quand on veut y aller. Donc je ne me l'explique pas, parce que c'est justement dans ces salles qu'on peut le mieux contrôler la situation. Un siège sur 2, le port du masque, et prenons un autre exemple, les machines à purifier l'air. Alors, vous pouvez m'expliquer pourquoi on n'en fabrique pas des milliers pour en mettre partout? Inutile et dangereuse, dit Roselyne Bachelot en parlant de l'occupation des théâtres. Bien, attendez, mais moi je suis en train de vous parler des machines à purifier l'air. Parce que si on veut ouvrir les théâtres et que ça soit pas inutile et dangereux, il faut faire en sorte que ça se passe dans de bonnes conditions, donc avec des règles de sécurité et tous les outils dont on dispose pour purifier l'air. Les machines à purifier l'air, on purifie 92%. Qu'est-ce que vous voulez de plus? C'est un peu comme le vaccin russe, il est à 92% d'efficacité, mais on attend que la paperasse soit faite. On n'est pas capable de produire des milliers de machines à purifier l'air dans ce pays. Si on était en guerre, on produirait tout ce qu'il faut, mais là, apparemment, on est en guerre, mais on s'en donne pas les moyens. Est-ce que c'est la technocratie qui finalement impose des choses comme ça, des fermetures qu'on ne comprend pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose d'idéologique, notamment avec la culture? Il est certain que beaucoup d'entre eux considèrent que c'est un luxe superflu qui leur est réservé et que tout va bien comme ça. Ils n'en comprennent pas la portée et ils ne comprennent pas l'importance du secteur culturel dans la vie des Français. Non seulement dans leur pratique quotidienne, ce qu'ils font. Les Français sont grands consommateurs de culture. Tenez, je vais vous donner un autre exemple qui montre le caractère absurde et bureaucratique, technocratique des décisions prises. Alors on ouvre les librairies, on ouvre les disquaires. Et les jeux vidéo. C'est la première industrie culturelle du pays, parce que d'habitude, si on parle de problèmes humains, ils ne comprennent pas. Donc, il faut leur parler économie. C'est la première activité. Le budget des jeux vidéo, c'est un domaine dans lequel brillent les Français, est plus important que celui du cinéma au niveau du monde. Pourquoi ferme-t-on les magasins qui vendent ou les rayons qui vendent des jeux vidéo, alors que précisément, quand on se confine, c'est une des activités auxquelles on se livre le plus volontiers. Et au demeurant, mis de côté les jeux vidéo absurdes, violents, grossiers qui existent, il y en a plein qui sont de pures merveilles esthétiques, culturelles. Vous ne pouvez pas trier parmi les jeux vidéo de la même manière qu'on ne trie pas parmi les Bien sûr, mais je donne un avis personnel. Il y a aussi pas l'intention violents. De faire interdire les jeux violents. Oh, allez, c'est ça. Ok, Ali Badou. J'ai dit ça pour dire que je ne suis pas, parce que sinon vous m'auriez dit, voilà Mélenchon défend tous les jeux vidéo. Mais il y a le jeu 3442 qui est violent. Comment se fait-il, monsieur Mélenchon, que vous croyez pour? Donc je prends les devants et je dis, il y a des jeux qui sont violents, mais la masse des jeux représente une activité culturelle de premier plan, de développement. Il y a plein de générations qui sont pas au courant parce qu'ils n'y ont jamais joué. Ils savent pas ce qu'est un jeu de rôle. Ils ne savent pas comment on investit l'histoire. Et même des jeux que j'exècre, comme celui qui est fait sur la Révolution française, est une merveille esthétique et un outil pédagogique de premier. Alors pourquoi ne peut-on pas acheter pourquoi ces rayons-là sont-ils fermés? Parce que, quelque part, dans un bureau, un bureaucrate a considéré que c'était non essentiel, à moins que c'était 18h moins 5, et que à Bercy, c'était l'heure à laquelle... Avouez qu'on peut aussi les acheter en ligne. Vous avez une explication, vous, monsieur Ali Badou? Je ne suis pas au gouvernement, monsieur alors pourquoi vous me demandez à moi? Je ne suis pas au gouvernement non plus. Non, mais en l'occurrence... Donc vous pouvez bien me répondre. Vous faites la loi. Un intello, Monsieur Mélenchon, Intello et gamer. vous avez parlé des vaccins tout à l'heure. Est-ce qu'il faut lever les brevets sur les vaccins comme le réclament certains pays du Sud? Et pourquoi? Et la vraie question n'est-elle pas plutôt comment produire plus? Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis, oui, il faut lever les licences. Il est scandaleux que la France et l'Union européenne, à l'Organisation mondiale du commerce, aient voté contre la licence libre qui était demandée par toute une série de pays. Vous dites, la vraie question serait de produire plus. Non, madame, pour produire plus, il faut une licence libre. Sinon, je vais vous enseigner les règles du marché, qui fait que la rareté est aussi un des éléments du prix. Donc moi, on ne me fera jamais croire qu'ils amèneront le niveau de production
au point qui leur permettrait de produire un produit qui coûte moins cher. Et puis, alors comment vont-ils s'y prendre pour développer leur chaîne au-delà de ce qu'elles peuvent déjà supporter matériellement? Car je le rappelle à tout le monde, il y a une contrainte physique. On peut pas faire faire à une chaîne plus que ce qu'elle peut faire. Alors, quelle est la capacité totale des chaînes actuelles? Elle ne suffit pas à alimenter toute l'humanité. Donc, il faut mettre en œuvre, en batterie, tous les instruments de toute l'humanité pour produire des vaccins. Voilà comment je me représente la chose. Nathalie Saint-Cric. Vous imputez à quoi le fait que les choses ne se soient pas produites telles que vous les décrivez? Est-ce que c'est de l'impéritie, de l'incurie? Est-ce que c'est un manque d'anticipation ou c'est quelque chose d'idéologique? Si je le dis, Monsieur Véran, on va dire que je jette du venin. Donc je ne dirai rien, je me contente de constater que ce qu'ils font est incohérent, qu'ils n'ont réglé aucun problème, que nous sommes la risée du monde, qu'on n'était pas foutu d'avoir des masques en tissu, qu'ensuite on a laissé fermer et on continue à laisser fermer l'usine qui produit les bouteilles d'oxygène les plus légères du monde, et que pendant ce temps-là, nos pauvres camarades et amis portugais courent partout pour essayer d'en trouver, et ainsi de suite. Donc je pense que c'est une équipe qui n'est pas du tout préparée au fondamental d'une crise pandémique. Quel est ce fondamental? Mais avouez que la question se pose même dans d'autres pays, et chez nos voisins, en Allemagne, en Espagne, ailleurs en Europe, et même dans des pays régionalisés, dans des pays où il n'y a pas de centralisation du pouvoir. Non, mais je suis content que vous fassiez vous-même la remarque, parce que c'est ce que je veux vous dire. Tous les pays qui sont administrés par une élite politique et technocratique marquée par l'esprit libéral est capable d'expliquer pourquoi le marché va régler tel ou tel problème miraculeusement, même si c'est pas vrai, et que ça n'est fait que développer le chômage. Mais ils sont incapables de faire face au fondamental que l'anthropologie, c'est-à-dire la science du comportement humain, nous apprend, qui est qu'en période de catastrophe, les gens se serrent les coudes et agissent en commun. Ils ne savent pas organiser cette action en commun. C'est ce qu'on a fait à l'échelon européen. Si on avait été tout seul pour commander des vaccins, on n'aurait peut-être pas pu les avoir vu qu'on C'est exactement le contraire, Madame Saint-Cric, et je suis très surpris que vous trouviez satisfaisant une situation qui débouche sur un désastre pareil. Parce que nous aurions pu, nous, commander directement aux Russes les vaccins, comme l'ont fait les Hongrois, qui sont également membres de l'Union européenne, et aujourd'hui nous aurions la quantité de vaccins que nous voulons. Mais nous ne le faisons pas à cause des vaccins, mais à cause du fait que M. Macron, étant un ami de M. Biden et de M. Trump, ne parle pas aux Russes. Voilà la vérité. C'est de l'idéologie. Et ne me dites pas que l'Union européenne a réglé quoi que ce soit, c'est le contraire. L'Union européenne a été incapable de dire en quoi consistait un confinement. L'Union européenne a violé le confinement de certains pays quand les Allemands ont fait venir des milliers et milliers de Roumains pour récolter leurs asperges alors que la Roumanie était en confinement. L'Union européenne a été incapable de commander la quantité nécessaire de vaccins. L'Union européenne a voté contre le vaccin libre, l'accès libre au vaccin. L'Union européenne a mis au point le plan le plus grotesque du monde, dit de relance. Alors ne venez pas, s'il vous plaît, on parlera de l'Union européenne une autre fois parce que là c'est pas le bon dossier. Non, mais en l'occurrence, c'est vrai que vous en faites un portrait très noir et qu'on pourrait reprendre et retrouver quelque chose comme le sens de la nuance, en l'occurrence sur la stratégie européenne. Voilà, c'est ça. Quand une critique vous paraît excessive, parce qu'elle est méthodique, mais essayez seulement de démontrer que un seul des points que je viens de dire est faux. Oui ou non, l'Union européenne a-t-elle voté contre la licence libre des vaccins à l'Organisation mondiale du commerce? Oui ou non? Oui, elle a voté contre. Par conséquent, elle est responsable de ça. Oui ou non, c'était l'Union européenne qui testait les vaccins que nous n'avons pas en quantité suffisante. Oui, eh ben il n'y a pas de vaccin. Mais donc partez au moins des faits. Vous êtes des journalistes, c'est les faits qui devraient vous intéresser. Puisque pas mes intentions, ni le fait que vous donnez l'impression que vous découvrez que je suis un opposant. On ne découvre pas. Ça, on ne découvre pas. Non, on ne le découvre pas. Et justement, on va parler de votre travail d'opposant. L'opposition dans un pays démocratique. Je ne pense rien. Je voulais simplement savoir votre opinion par rapport à l'Europe et considérer que globalement, même s'il y a eu plein de choses qui n'ont pas marché, on n'était pas un peu mieux dans l'Europe que si on avait été tout seul. Je ne vous parle pas de la Russie et je ne vous parle pas de Poutine. Mais on va parler de votre travail d'opposant puisque c'est justement européenne qui ne produit pas un seul vaccin. Chère Madame Saint-Cric, mais ce que vous dites est absurde. L'Union européenne, il n'y a pas un pays de l'Union européenne qui produit un vaccin. Donc on est obligé de le demander aux autres et on est obligé de parler de la Russie. Écoutez, ne faites pas de moi l'agent de propagande de la Russie. Moi, je souhaite qu'il y ait le vaccin russe en France. Voilà, je le dis tout net. S'il y avait pu y avoir le vaccin cubain, oui. Le vaccin anglais, oui. Le vaccin chinois, le vaccin, tout ce que vous voulez, tous les vaccins du monde, pour tirer d'affaire le plus de monde possible de ceux qui veulent se faire vacciner. C'est assez simple, il me semble, non? Le président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale et député des Bouches-du-Rhône, Jean-Luc Mélenchon, est l'invité de Questions politiques jusqu'à 13h. France Inter, Ali Badou,
Question Elle me politique. pose des questions, je réponds, moi. Oui, c'est le principe de l'émission, Bah, Jean-Luc ensemble, Mélenchon. Elle s'appelle Question politique et en question au pluriel. C'est vrai que le temps passe vite et qu'on a beaucoup de questions à vous poser. Et l'un des sujets importants, c'est évidemment l'élaboration de votre programme présidentiel et la manière dont vous engagez dans cette bataille dont vous allez nous dire autour de quoi elle va se jouer. Je le disais, vous avez publié donc un deuxième volet de ce programme que vous êtes en cours d'élaboration, la planification écologique. Et on est aujourd'hui justement, c'est la journée internationale des forêts. C'est un sujet qu'on entend assez peu traité par les politiques. Ce soir, sur France 5, il y a une grande enquête sur les forêts françaises. Super, faut la regarder. Qui dénonce une pratique qui est peu connue de l'industrie du bois. Ce sont les coupes rases qu'on trouve dans votre programme. On découvre que l'exploitation des forêts est industrialisée, qu'elles sont détruites au nom de la rentabilité. En France, il y a des parcelles de forêts diversifiées qui sont rasées, remplacées par des monocultures de résineux qui sont plus rentables pour l'industrie du bois, des sapins, des pins. Ça pose énormément de problèmes écologiques, ça pose des problèmes en termes de biodiversité. Il y a des scientifiques, il y a des citoyens qui s'alarment. Qu'est-ce que vous qu'est-ce que vous proposez pour protéger les forêts françaises? J'y arrive. Eh bien, d'humaniser notre rapport aux forêts. C'est-à-dire d'abord de respecter ceux qui en assurent la surveillance et le travail, les agents de l'ONF. C'est une des professions dans lesquelles, hélas, aujourd'hui, on déplore le plus de suicides. C'est une des professions dans lesquelles la durée de vie est la plus basse, l'espérance de vie. Et donc, déjà, commençons par protéger, entourer, et donc respecter la loi, mesdames, messieurs les dirigeants de l'ONF. Non, vous n'avez pas le droit de passer par-dessus bord les règles de cessation d'activité, etc. Mais ça, c'est pour l'aspect humain. Je voudrais dire que le point de départ de tous mes problèmes est toujours social. Si on s'est mis à exploiter les forêts comme ça, c'est pour avoir les produits au plus bas coût. L'obsession du plus bas coût délègue sur la nature et sur la société tous les frais environnementaux et sociaux du fonctionnement de cette société. Eh bien, la forêt, déjà, pour commencer, demandons-nous comment il est possible que la France, deuxième forêt d'Europe, alors exporte du bois, mais n'en fait rien elle-même, alors elle importe les produits finis. Nous sommes une sorte de pays du tiers-monde qui exporte des matières premières et importe des produits finis. Donc, il y a une industrie du bois. Il y a une industrie du bois. Elle a plus de monde. Du bois a changé ses pratiques. Oui, tenez-vous bien pour dire qu'elle a plus de monde d'embaucher que l'industrie de l'automobile et que donc l'industrie du bois doit être développée en France. Ce qui passe par des tas de détails. Par exemple, pour l'exploitation du bois, nous dépendons des machines qui traitent les troncs. Bien. Eh ben, ces machines aujourd'hui, elles ont un diamètre maximum de 40 cm. Ce qui correspond pile poil à la taille d'un sapin au bout de 30 ans. Eh bien, quand vous mettez un sapin, puisque vous avez pris l'exemple des coupes rases, il faut savoir que tout ce qu'il y a dessous va périr. Le sol va s'acidifier, il n'y a plus de bestioles, et il n'y a plus d'herbe, et il n'y a plus rien. Bon, je termine là-dessus. Quand vous coupez le sapin, là c'est le cas, coupe rase, on coupe tout d'un coup, partout. Il faut normalement 60 ans pour reconstituer la capacité du sol. On coupe tous les 40 ans. Donc ça veut dire que tendanciellement, on va épuiser les sols dans lesquels on fait ces plantations à répétition et ces coupes rases. Et quand il y a coupe rase, le sol est lavé. Et donc les capacités pour retenir l'eau sont réduites à néant. Figurez-vous que ce problème, vous voyez le rapport eau-forêt. Si vous êtes dans le sud de la France, comme la Méditerranée s'évapore plus vite que les autres mers, les précipitations sont de plus en plus violentes, la nature est hors d'état d'encaisser des chocs aquatiques pareils. Alors à certains endroits, il nous manque de l'eau, à d'autres, il y en a trop. Le point moyen, c'est la forêt. Pourquoi ? Parce que la forêt, depuis le XVIIIe siècle, on sait qu'elle permet de régler le climat, d'avoir une intervention sur le climat. Les Français aiment leur forêt, mais vous ne dites rien sur l'industrie du bois et de ses pratiques. Il faut les interdire, il faut contraindre ces industriels à changer complètement de modèle. On peut changer de modèle sans interdire, sans contraindre, en discutant raisonnablement et en mettant sur la table des moyens de faire. Si vous garantissez à l'industrie du bois française un certain nombre de productions, de débouchés, vous avez une chance qu'ils s'y mettent d'une manière raisonnable. Si nous demandons à nos ingénieurs et nos techniciens de nous mettre au point des machines qui débitent dans des conditions correctes les troncs qui font plus de 40 cm et qui sont pas droits, ce qui est quand même pas un exploit technologique extraordinaire pour un pays qui sait faire des fusées, eh bien, nous ferons comme ça bouger l'industrie du bois. La France a une capacité de production et de traitement des objets en bois qui est certainement du simple au double de ce qu'elle est déjà aujourd'hui. Donc c'est un réservoir d'emploi extraordinaire. Solène de Royer, la question écologique devient évidemment une question politique. Oui, monsieur Mélenchon, vous voulez faire de l'accès à l'eau un droit inaliénable, vous voulez même l'inscrire dans la Constitution. C'est du pur symbole ou bien vous visez des avancées, des objectifs concrets ? Écoutez, je commence par
un aveu qui pourrait me coûter. Il y a eu un homme génial en 1974, un candidat à la présidentielle. René Dumont, génial. premier René candidat Dumont. écologiste à une élection présidentielle en France. Et qui vient avec un verre d'eau et qui dit ceci sera bientôt plus rare que, etc. Et c'est lui qui avait raison. Et nous étions à l'époque, y compris notre candidat, qui lui quand même avait compris qu'il y avait un problème, mais Vous, personne socialiste, n'écoutait. Je votre soutiens candidat, François Mitterrand. Oui. C'est François Mitterrand. Et François Mitterrand faisait des éditos dans lesquels il mettait en avant, il essayait. Mais il faut dire les choses, on ricanait. Bon. Donc l'eau va devenir le problème numéro 1 de l'humanité. 2% seulement de la masse totale de l'eau est de l'eau potable. L'accès à l'eau potable et l'accès à votre robinet va être la question numéro 1 des 2 prochaines décennies qui arrivent. La moitié de l'humanité va être en situation de stress hydrique. Donc il faut s'y mettre dès maintenant. Le droit à l'eau, ça veut dire à la fois permettre à tout le monde, y compris dans notre pays, d'accéder à l'eau, parce que tout le monde n'accède pas à l'eau potable en France. Vous avez, je pourrais vous en citer, à Herbel, à Marseille, des endroits où l'eau est jaune au robinet. Il y a des endroits où il n'y en a plus, comme c'est le cas en Guadeloupe, ou comme c'est le cas dans certaines communes de France. Vous avez des endroits où la rivière a disparu, et d'autres endroits où elle déborde. Le cycle de l'eau est intégralement perturbé. Le traitement de l'eau devient une question essentielle. Écoutez-moi bien, le plastique qu'on a foutu dans la mer, sans compter, comme si c'était une poubelle qui dissoudrait tout. Eh bien maintenant, comme le cycle de l'eau commence dans la mer, dans l'évaporation, vous avez des microparticules de plastique partout, dans la neige, et au point que dans certains pays, on interdit aux femmes enceintes de manger du poisson, parce que le poisson est rempli de plastique, et qu'on a détecté des microparticules de plastique dans des fœtus. Donc, il est temps de se mettre à organiser tout ça. Organiser, pas le libre marché, gna gna qui a Aloura. Organiser, maîtriser, planifier, d'un bout à l'autre, arrêter de perdre de l'eau en route. J'ai entendu un nigo l'autre jour qui me dit « Ah ben Mélenchon, pourquoi tu pleures ? L'argent s'en va, l'eau s'en va partout. » Alors tant mieux, elle va retourner dans les réserves. Oui, mais au passage, elle se sera gorgée de glyphosate, puisque le gouvernement ne l'a pas interdit, gorgée de nicotinoïdes, elle se sera, en quelque sorte, dégradée. Il faut transporter l'eau correctement, on sait le faire, on a les tubes, on a les tuyaux, et on a même l'usine qui fait que depuis, je suis une sorte de directeur commercial honoraire de l'entreprise Saint-Gobain, puisque c'est à elle qu'appartient cette usine, à Pont-à-Mousson. Avant de la nationaliser. Justement, on sait que votre conversion... pour eux, je suis une affaire. Si je vais à l'Élysée, ils savent qu'on met immédiatement un plan en place pour refaire toutes les canalisations du pays. Parce qu'au rythme où on est là, on y est pour 150 ans. Donc il vaut mieux s'y prendre tout de suite. Hein. Nathalie. On ne peut pas vous soupçonner de vous être converti à l'écologie récemment. On sait que c'est plus ancien. Mais moi, je suis électeur de base. Pourquoi je voterais plus pour vous que pour le candidat écologiste en disant que c'est le cœur de métier des écologistes ? Pourquoi je vous choisis vous contre un Jadot ? Écoutez, on pourrait aussi dire tout le monde propose le bien de chacun. Je ne connais pas un parti qui dit écoutez, je suis candidat à votre malheur et je viens pour vous faire souffrir. Ça n'existe pas. Donc les électeurs trient, choisissent, réfléchissent. Bon, alors ils vont regarder ce que propose Europe Écologie Les Verts, qu'est-ce qu'ils font aussi concrètement dans la vie, et ce qu'on propose. Et bon, alors on voit bien que dorénavant, disons les choses comme elles sont, tous les partis sont écologistes, plus ou moins. Bon, tous les partis sont écologistes et tout le monde propose des solutions, et les citoyens et les citoyennes doivent choisir entre ces solutions. Donc moi, je suis pour une écologie où on rompt avec la logique capitaliste de l'accumulation et du productivisme. Mais vous les trouvez trop Donc rompre. Alors il y a d'autres noms. Monsieur Jadot il dit pas ça. Il dit faut discuter. Monsieur Montebourg dit on va rectifier l'agriculture en discutant avec la FNSEA. Bon, Yannick Jadot, ça n'est pas tous les verts. Le discours par exemple de Julien Maillot. Vous considérez que vous êtes plus radicaux que non, sont un petit peu. Je dirais pas ça comme ça, Madame Sacry. Je dirais pas plus radicaux parce que ça nous met dans des nuances auxquelles on ne comprend rien. Je demande qu'on regarde ce que nous proposons. Si ça convient, votez pour nous, on le fera. Si ça vous convient pas, votez pas pour nous parce qu'on le ferait si on est élu. Donc la planification écologique, nous la ferons. Nous créerons un marché du bio, nous créerons le marché du bio, c'est-à-dire le nombre de parcelles qu'il faut cultiver dans ce pays pour que quand vous êtes un maire et que vous décidez de faire une cantine bio, la première carotte que vous rencontrez, elle soit pas à 300 km et qu'il faille la faire venir par camion pour ne prendre que cet exemple. Pour revenir sur ce que disait Nathalie Saint-Cric, je suis électeur, on est à 1 an de l'élection présidentielle quasiment. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde par exemple, si on fait des élections régionales un petit test, on se rend compte que dans les Hauts-de-France, vous avez réussi à vous accorder avec les écologistes. D'ailleurs, c'est une écologiste, Karima Deli, qui portera la candidature des Insoumis, du PS, de Génération, etc. Et pourquoi ça n'est pas possible partout ? Est-ce qu'à un moment donné, vous-même considérez que dans certains endroits, les écologistes ne partagent pas exactement vos préconisations ? Vous posez la bonne question. C'est les écologistes qui considèrent partout, absolument partout, qu'il n'y a qu'eux qui peuvent être tête de liste.
et que, par conséquent, ils ne supportent rien. Nous avons attendu le bon moment pour, après avoir demandé une discussion nationale aux écologistes et aux communistes, que ni l'un ni l'autre n'ont voulu. On nous a dit, voyez, dans les régions. Fort bien, la discussion a continué avec les communistes, elle ne nous a mené nulle part, sauf... Il y a 3 régions aujourd'hui dans lesquelles nous sommes candidats derrière un communiste. 2 régions nous sommes derrière, Auras et la Normandie, et une nous sommes devant, l'Île-de-France. Et puis les Verts ne veulent rien entendre nulle part. Alors, je peux leur dire, tout à l'heure on parlera de l'Union, ou c'est maintenant qu'on en parle, j'en sais pas, en tout cas on va parler des régionales. Les communistes se sont accordés avec les socialistes à peu près partout. Tant pis pour nous, bon, on se retrouve là, sur le quai, elle est partie et on reste là à pleurer. Bon, ils sont partis avec les socialistes partout. Bon, on ne le fera pas. Vous vous sentez comme un amant abandonné ? Bah, disons qu'on a un peu mal pris de découvrir un matin que dans 2 régions, on avait accepté toutes les conditions des communistes. Je dis bien toutes, sans exception. C'est-à-dire Franche-Comté, Bourgogne-Franche-Comté d'un côté et Centre-Loire, si je ne me trompe pas, au dernier. Comme ça, on a appris dans le journal qu'ils étaient partis et qu'ils avaient signé avec les socialistes. Qu'on peut comprendre. C'est leur choix, c'est leur liberté, tout va bien. Pour eux. Des fois, c'était très surprenant. L'homme qui mène les négociations avec nous, qui est le représentant de la direction du Parti communiste, en Occitanie, n'a même pas proposé au bulletin de vote des adhérents communistes la possibilité de faire une liste d'alliance avec nous. Alors admettez qu'on est un peu surpris, mais on est content de voir que dans 2 régions où la direction communiste s'opposait à l'accord, c'est-à-dire Île-de-France et Auras, les militants communistes ont choisi l'alliance privilégiée avec la France insoumise, parce que tout le monde sait que nous participons du même espace culturel, même s'il y a des contradictions entre nous qui sont nettes. Non, mais je veux dire, on sait très bien qu'on a un sérieux problème avec nos camarades communistes sur le nucléaire, mais pour le reste, le Parti communiste comme les insoumis ont une matrice anticapitaliste qui constitue en quelque sorte une culture commune. Bon, quant aux Verts, alors c'est le moment de faire ma proposition. On va un peu mettre de l'ambiance dans ce débat. Tout est bloqué partout. Alors écoutez, il reste 6 régions. Voilà ce que je dis aux Verts. Nous avons fait la preuve, dans les Hauts-de-France, nous, insoumis, et personne d'autre avant nous, que nous sommes le plus grand dénominateur commun. Nous sommes capables de nous entendre avec tout le monde, avec des Verts, avec des communistes, et même avec le NPA en Aquitaine. Alors maintenant, aux Verts, je leur dis ça. Vous avez une tête de liste. Vous en avez une deuxième, on est en train de terminer la négociation ailleurs, souffrez que je ne dise pas où, mais c'est en train de se faire. Il en reste 6. Où ça ? Il en reste 6, d'accord ? Eh bien, voilà ce que je vous dis. Acceptez qu'il y ait une région en contrepartie et on vous cède les têtes de liste dans les 5 autres. Faites la démonstration que vous êtes capable de faire autre chose que de vouloir tout commander, tout diriger. Ou, par exemple, en Île-de-France. Monsieur Bayou est le secrétaire national des Verts. C'est lui qui pourrait faire le beau geste, même pas en Île-de-France, pour Clémentine Autain. Ce pourrait être en PACA, région chère à mon cœur, dont je suis le député, et où il n'y a pas de tête de liste pour l'instant, puisque cette discussion qui n'en finit plus continue de pas en finir. C'est compliqué la politique. Mais il vous a répondu, Julien Bayou. Non, mais attendez, les alliances, c'est compliqué. Surtout quand on part de l'idée que les sectaires, c'est nous, et que c'est les autres qui veulent s'entendre avec personne. Je voudrais juste comprendre si ça préfigure le cirque qu'il va y avoir pour la présidentielle. Pour l'instant, les socialistes veulent aller... Non, je ne vous permets pas de dire que c'est un cirque, Madame Saint-Cric. C'est le cirque dans votre rédaction, mais pas dans la politique. Nous sommes des gens respectables, nous avons des programmes politiques, nous ne sommes pas d'accord entre nous, et il arrive qu'à d'autres moments on soit d'accord. Donc parlez pas de cirque. Oui, malgré tout qu'on a du mal. Mais vous retirez le mot cirque. Je retire le mot cirque, mais je vais en employer un autre. L'union de la gauche. Puisque vous dites oui, parce qu'au cirque, il y a des clowns, on connaît le numéro. Vous avez... Oui, mais il y a aussi des acrobates formidables. Il y a des fauves aussi. Je pensais qu'il y a... Merci Ali Badou, et qui sautent dans le vide et rattrapent quand même... Disait Nathalie Saint-Cric. Excusez-moi, madame. Vous avez parlé de matrice commune, c'est-à-dire d'une proximité qui pouvait être idéologique. Oui. On ne comprend pas chacun comment... On a l'impression finalement que c'est au vu des sondages que les choses vont se faire. Il y a un candidat écolo qui est virtuel ou qui sera désigné qui ne veut pas bouger. Il y a vous, les socialistes, on ne sait pas très bien. Et on a l'impression que de toute façon, ça va aller dans le mur parce que personne ne sera capable de s'unir. Est-ce que c'est compréhensible pour quelqu'un de gauche et qu'il ne faudrait pas faire un effort? Oui. Et qu'il y en ait un ou deux qui se retirent? Vous savez, ce débat sur l'union, je vais vous faire la réponse que tout le monde fait. Oui, je suis d'accord.
Hein. Mais sauf si c'est moi qui dois mentir. Madame Saint-Cric, ce n'est pas sérieux. Pour quelle raison ne sommes-nous pas d'accord? Est-ce que vous avez entendu dire que la gauche, qui était autrefois dirigée par le Parti Socialiste, a été entièrement détruite? Que le Parti Socialiste lui-même l'est. Pour quelle raison? Alors on peut dire que c'est l'ego, le caractère de François Hollande. C'est pas sérieux. C'est parce que les réponses politiques qui étaient apportées par la gauche sociale-libérale se sont brisées sur la réalité d'un chômage de masse et d'une souffrance de tout le monde. C'est avec ça qu'il faut rompre. Deuxièmement, avec un présidentialisme absurde qui confie tous les pouvoirs à un homme qui peut venir étant de gauche à la télé et dire c'est la politique de l'œuf qui crée la demande. C'est à peu près comme s'il avait dit si les pauvres sont pauvres, c'est de leur faute. Bon. Et c'est avec ça qu'il faut rompre. Vous êtes quand même candidat pour devenir cet homme. Il y a des gens qui veulent pas rompre. Le Parti Socialiste n'a pas rompu avec l'orientation sociale libérale. Vous êtes pour l'Union, Monsieur Mélenchon? Je suis pour un programme... Pour la présidentielle de 2022? Écoutez-moi, le si piège... Oui, comment on fait? Voilà. C'est qu'à parler d'union tout le temps, qu'est-ce qu'on fait? On répète, ah regardez, ils sont désunis, donc ils vont perdre, donc ils ont perdu d'avant. Attendez, et vous êtes des dingues, vous êtes un cirque, parce que vous faites n'importe quoi. Moi, madame, j'ai un programme. Je le propose aux Français, je le propose à mes partenaires. Ce programme est à plus de 90%, même plus, le même que celui du Parti communiste. Parce que ça fait maintenant 3 ans qu'on vote pareil tous les deux. Parce que j'ai été leur candidat. Je refais ma proposition à cette antenne au mouvement communiste. À Fabien Roussel. Je vous propose ma candidature, comme ça a été le cas les 2 autres fois. Et là, je ne pourrais pas vous le proposer la prochaine fois. Pourquoi vous ne voyez pas directement? Je vous le propose. Deuxièmement, je vous propose d'ouvrir tout de suite la discussion, notamment sur le programme, parce que c'est d'elle que dépend ma 3e proposition, qui est un accord privilégié entre, c'est-à-dire préalable, entre communistes et insoumis, avec pour base la reconduction de tous les sortants, c'est-à-dire la garantie pour le mouvement communiste qu'il aura un groupe à l'Assemblée nationale comme aujourd'hui. Ce sont des propositions simples, vous m'entendez les formuler, la discussion sur le programme est possible, et je dis aux communistes, la question qui est posée n'est pas celle de l'hypothétique survie de nos partis dans une élection. En tout cas, nous les insoumis, on voit pas les choses de cette manière-là. La question qui est posée, c'est de savoir qui prend la tête du changement qui est nécessaire à la civilisation humaine. La petite classe moyenne supérieure qui pense que, en continuant le système libéral, on va pouvoir continuer à vivre, ou bien nous, communistes, insoumis et d'autres, qui voulons la rupture avec ce système et qui, pour la première fois depuis bien longtemps, proposons un programme concret pour rompre. C'est-à-dire que vous pouvez m'interroger sur la forêt, sur l'eau, sur ce que vous voulez, nous avons des réponses concrètes. Fabien Roussel vous trouve compliqué. Il a donné une interview en disant on ne se parle plus d'homme à homme, on se parle de parti à parti. Là, vous l'interpellez, vous lui faites une proposition, une déclaration. Ouais. Et Fabien Roussel avait répondu par anticipation, il dit moi je suis pas compliqué, lui si. Et je viens pas à la radio pour aggraver les choses. Hein. Non, justement, il est ficelle, il est ficelle, Fabien. Il est malin. Bon, je lui ai écrit au mois d'août dernier pour lui proposer qu'on se voit. Pas de réponse. Il réunit son conseil national. J'écris une lettre aux communistes. Je leur dis, écoutez les gens, vous êtes devenus fous. J'ai été votre candidat. Le résultat, c'est aussi le vôtre. Donc approprions-nous ça ensemble pour construire une perspective politique. Allez pas me raconter qu'il n'y a qu'une candidature communiste qui va faire sans doute au moins 3 points à l'élection. Vous allez avec ça changer le rapport de force. Comment je dois comprendre que Fabien Roussel dit il faut rassembler pour gagner et il propose sa candidature, donc une division de plus. Et 5 minutes après il dit il faudrait qu'on ait des candidats communs aux élections législatives parce que c'est comme ça qu'on gagne. Alors quelqu'un comprend quelque chose à ça? Je me répète. Je propose aux communistes un accord. Si nous sommes d'accord, eux et nous, vous savez aussi bien que moi ce qui pourrait éventuellement se jouer à gauche. La confrontation entre la ligne sociale-libérale et la ligne de rupture. D'un côté, les éléments de la droite d'Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste. De l'autre côté, les éléments de la gauche Europe Écologie Les Verts, les communistes et les insoumis et d'autres, évidemment, le NPA. J'ai une idée pour vous, Jean-Luc Mélenchon, puisqu'on a oublié de dire tout à l'heure que, effectivement, sur l'eau, il y a une votation citoyenne qui est lancée à partir de ce soir et véritablement à partir de demain. Il y a des manifs aujourd'hui contre les multinationales de l'eau. Et une votation citoyenne sur pour porter la candidature. D'abord, merci de l'avoir rappelé. Il y a une votation citoyenne. Elle est menée d'une main de maître par Madame Mathilde Panot, avec tout un arc d'associations, de partis. Donc c'est pas quelque chose qui. Donc vous savez faire. Pas une manif insoumise. Il y aura une votation là-dessus. On n'est pas là pour vous donner des idées, Jean-Luc Mélenchon. Ouais. Non, mais vous recommencez, sinon vous ne me donnez pas des idées. Vous recommencez à faire comme si
la question du programme n'existait pas, qu'elle ne se posait pas, ou comme si on devrait Qui admettre... vous a parlé des forêts? Attendez, qui vous a parlé de l'eau? Oui, mais vous avez très bien fait, votre émission est magnifique, sinon je viendrai pas. Mais je suis obligé de vous dire, c'est pas une solution. Moi, je pose la question de savoir, vous voulez la monarchie présidentielle encore? Ça, vous n'êtes pas guéri? Vous vous êtes tapé le Conseil de défense, vous avez un président qui convoque les télés quand ça lui chante, au milieu de la nuit. C'est vous qui êtes candidat à la présidentielle, c'est vous qui voulez devenir ce monarque républicain au moins quelques jours avant de vous autodissoudre et de changer de république. Ah ben là, avec vous, j'ai un résumé qui est pas mal. Hein. Je vais vite en besogne, j'ai beaucoup de questions à vous poser. C'est donc que je suis doux comme du sucre. C'est vrai. Et qu'il suffit de me mettre dans le liquide présidentiel. Un amoureux déçu. Sérieusement. On va parler sérieusement, il y a encore des questions très politiques. Je suis la seule garantie qu'on changera de régime. Aucun autre parti, à part les Insoumis, le mouvement Insoumis et le Parti communiste, ne propose d'en finir avec la Ve République. Vous m'entendez? Aucun. La Ve, c'est-à-dire le régime présidentiel. Il y a des bonnes choses dans la Ve République qu'on pourra garder, mais il faut y mettre l'intervention populaire et la réduction du pouvoir du monarque, qui décide à lui tout seul de 550 nominations dans le pays, déclenche la guerre. Ça n'a pas l'air de vous chagriner. On est en guerre en ce moment, au Mali. Depuis 8 ans, on a voté une fois. Ça n'émeut personne. On est le seul pays au monde où on peut mener une guerre interminable, avec 5000 hommes de troupes dépensés tous les mois 2 millions d'euros. Et non, de quoi on va parler? De savoir si mon caractère conduit au cirque ou pas. Alors, il y a des questions politiques pour le coup, et on avait envie de vous entendre sur des sujets qui clivent, des sujets qui divisent, et notamment le syndicat étudiant l'UNEF. Il y a eu un début de polémique concernant l'UNEF, à la suite de la révélation qu'ils organisaient des réunions non mixtes, c'est-à-dire interdites, ou racisées, c'est-à-dire interdites aux blancs. Il a été précisé que c'était 2 par an. Pourquoi dites-vous ça? C'est pas vrai. C'est pas vrai quoi? C'est pas interdit aux blancs, c'est une réunion d'un groupe de parole. Moi, je me suis renseigné, comme vous. Moi aussi. J'ai posé la question, c'est quoi? Alors on m'a dit c'est un groupe de parole. Il y a des groupes de parole de femmes où il n'y a pas d'hommes qui viennent. Par exemple, les femmes victimes d'agressions de toutes sortes viennent des groupes. Et vous avez peut-être l'âge de vous rappeler du mouvement de libération des femmes, le MLF. C'était que les femmes qui se réunissaient. Dans les années 70, vous aviez le Front révolutionnaire homosexuel. Il y avait que les homosexuels qui avaient le droit d'être là. Encore aujourd'hui, vous avez les alcooliques anonymes. Vous avez qui ne réunissent que des alcooliques. Ça ne veut pas dire qu'ils maudissent les autres. Vous avez les loges maçonniques dont la moitié sont non mixtes. Vous avez l'Automobile Club Club de France qui est non mixte. Alors s'il vous plaît, de grâce, on arrête avec ce genre de comédie qui consiste à montrer du doigt l'UNEF pour demander sa dissolution. Je ne demande pas la dissolution. C'est ça qui nous a tous fait rire. Attendez, je vous dis pas Génération vous, Identitaire la demande, moi je la demande pas. Je vous pose juste la question. Vous qu'on a connu proche de l'UNEF, avec d'une UNEF qui était un peu différente de celle d'aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce genre d'organisation propose des réunions non mixtes? Je trouve anormal que vous me posiez la question. Parce que vous entrez dans un registre que je connais, qui est on sort une histoire. Alors on a agressé cette pauvre présidente de l'UNEF. Et on lui a dit, alors c'est vrai que vous faites des réunions non mixtes? Alors elle a dit oui, on fait des réunions non mixtes. Madame, ce ne sont pas des réunions non mixtes, ce sont des groupes de parole. Si vous accordez de la valeur à la parole d'une femme, en l'occurrence celle de la présidente de l'UNEF. Et elle nous dit, ce sont des groupes de parole. Alors ce sont des groupes de parole réservés aux gens qui sont victimes de certaines situations parce que c'est plus facile d'en parler. Et ça a provoqué l'ire, pour reprendre un mot du journal Le Monde, de la droite et de l'extrême droite, notamment. Mais exactement, ce n'est rien d'autre qu'une campagne d'extrême droite mais aussi qui dirige son agenda. Mais aussi de membres de la majorité. La réponse de la présidente est tordue. Vous avez 2 matinales de suite où on reprend le problème et où on recommence à me dire est-ce que vous êtes d'accord avec les réunions interdites aux blancs? Ce qui est un abus de langage absolument insupportable qui aboutirait à ce résultat d'interdire un syndicat. J'ai rien demandé. Non, mais je dis pas que vous avez demandé, mais à part vous, il y a d'autres gens dans ce pays. Vous avez lancé un appel pour soutenir l'UNEF et je vous pose des questions. Mais vous me dites, est-ce que vous trouvez normal des réunions interdites aux blancs? Vous savez très bien qu'en parlant comme ça, vous défigurez la situation. On a compris. Ce ne sont pas des réunions interdites aux blancs, ce sont des groupes de parole de gens victimes de discrimination. L'extrême droite a un agenda, et cet agenda lui fait pousser l'avantage tant qu'elle peut. Commencer par dissoudre l'UNEF et demain on dissoudra qui? Je n'ai pas été... Moi, je n'ai pas d'avis sur la manière de diriger l'UNEF. J'ai été membre de l'UNEF dans le passé. Mais il y a une chose qui s'appelle la tolérance et la compréhension. Chaque génération de jeunes pratique d'une manière différente son engagement. Moi, j'ai connu l'UNEF rempli de gens qui voulaient faire le socialisme, qui voulaient en faire un mouvement politique de masse. Et j'aime mieux vous dire que c'était pas des tendres. Là-dedans, il y a des gens qui ont terminé à soutenir les Khmers rouges et le reste.
Mais chaque époque a son type, son style. Justement, ces jeunes gens font des réunions de groupes de parole pour exprimer des discriminations, et la terre entière se met contre eux et dit il faut dissoudre le syndicat. Non mais vous rigolez. La preuve, c'est que 3 organisations syndicales qui sont pas des islamistes de gauche, la CGT, FSU et Solidaires, protestent contre le scandale qui consiste à demander. Non, j'en parle avec passion. Merde, c'est quand même. Et vous faites bien. C'est juste nos enfants, c'est juste des jeunes gens qui ont un syndicat. Et aujourd'hui, les étudiants, leur problème, c'est pas ça, c'est la faim, c'est la difficulté d'étudier, c'est le fait qu'ils ont plus de revenus, qu'ils peuvent plus payer leur logement. Bon sang, c'est ça le problème des étudiants. Alors, pas les inventions de l'extrême droite. Il y a les débats politiques, mais la question de l'UNEF... ma flamme d'ancien membre du bureau national de l'UNEF. Vous n'étiez pas au bureau national de l'UNEF, non, vous, madame? Non, j'étais pas avec vous, j'ai pas commencé avec vous. Il y beaucoup non, même si, il y en a d'autres. On n'a pas exactement le même âge d'être membre du bureau national. Non, mais c'est pas la même génération, ne soyez pas les obligeants, Mélenchon, non plus. Mais en l'occurrence... En l'occurrence, non. Il y a d'autres syndicats. Ça pose une question. C'est vrai. Si on maintenant, prend un peu de le premier recul. syndicat, c'est la FAGE. Oui. Jean-Luc Mélenchon, si on parle de l'UNEF et si la question suscite autant de passion, c'est parce qu'on parle justement de ces mots, expressions non mixtes, racisés, que ces mots mettent le feu au débat public, qu'on est dans quelque chose comme une guerre des idées. Alors il y a 2 camps, qui est en train de l'emporter cette guerre des idées? Est-ce que c'est l'extrême droite? C'est sûr. Aujourd'hui, en France, ceux qui emportent la bataille des idées, dans toutes les chaînes. Oui, mais les conservateurs disent que c'est extrême droite. La gauche postcoloniale qui est en train de gagner cette bataille des idées. Chacun pense que c'est l'autre qui a gagné. Non, mais attendez. D'abord, nous n'acceptons pas. Moi, j'accepte pas cette polémique. Elle n'existe pas. C'est un tissu d'idiotie. Discuter de savoir si oui ou non des gens sont racisés, stupide. Il est évident que des gens sont maltraités du fait de leur supposée race et assignés à des comportements et sont victimes de discrimination. Et nous le savons. Et ce qui s'étudie, c'est comment se superposent les discriminations. Parce qu'il y a encore 2 générations, on n'était pas sensible à ça. On résumait la lutte de classe à une lutte pour des intérêts matériels. Elle existe toujours, cette lutte de classe. Mais elle est médiatisée par des formes comme la discrimination. Quand c'est une femme, on la paie moins. Pourquoi? Parce que c'est une femme. C'est ce qu'on appelle l'intersectionnel. Quelqu'un qui apparemment est musulman. Intersectionnel. Ça, c'est un gros mot. Certains disent qu'on a substitué à la lutte des classes la lutte des races. Et notamment le travail des historiens et sociologues Gérard Noiriel et Stéphane Beau. Ils en ont fait un livre qui a été beaucoup discuté. Oui, il n'y a pas que. Il y a surtout beaucoup de gens d'extrême droite. Je trouve que c'est pas sérieux, c'est pas bon. Ça nous amène sur un terrain où nous avons perdu, monsieur Badou, j'ai compris. C'est pas la peine de tourner le couteau dans la plaie. Nous sommes submergés. Et nous acceptons ce genre de débat stupide continuellement. Nous sommes obligés d'y répondre. Je sais que nous sommes le dos au mur. Je le sais. C'est la raison pour laquelle il faut résister plus qu'à tout autre moment de l'histoire. Ce qui est en train de se passer, c'est que la gauche est détruite dans toute une série de pays. L'universalisme, le vrai, le républicanisme, le vrai, pas cette horreur raciste qu'on a sous les yeux et qui vient proclamer la République à condition qu'il n'y ait pas de musulmans, proclamer le vivre ensemble à condition qu'on s'assimile à on ne sait quoi et à on ne sait qui. Moi, je suis, parce qu'on est dans cette énorme difficulté, tenez bon les gens. Premièrement, la vie sera créolisée. Nos enfants n'iront pas vous demander la permission de s'aimer. Ils le feront et ils le font. Nos mœurs changeront. La créolisation est l'avenir du monde. Nous ne sommes qu'une seule espèce. Et cela va finir par se manifester. Nous allons ensemble dans l'espace interplanétaire. Nous irons ensemble dans les mers. Tout ça, c'est de la perte de temps, de la haine, qui ne sert à rien qu'à diviser la société. Alors nous, les gens de gauche, évidemment, c'est nous qui payons les premiers, parce qu'on est le camp de la solidarité. Pour nous, il n'y a pas de différence de droit entre un homme, une femme, un noir, un blanc, non, mais il y a des mouvements de mobilisation, par exemple, de certains qui s'indignent qu'il y ait une avenue du Général Bugeaud, par exemple, à Paris. Est-ce que c'est quelque chose qu'on doit prendre à bras-le-corps? L'historien Pascal Blanchard a dirigé un comité scientifique pour Emmanuel Macron et pour proposer aux élus de renouveler les noms de rues ou de bâtiments publics. Non, mais on a le droit de se poser des questions, non? Voilà. Bon, alors dans le passé, on admirait certains, puis tout d'un coup, en cours de route, on se dit, mais dis donc, il est pas si admirable que ça, parce qu'il a fait ceci, il a fait cela, telle horreur. Alors on dit, on a peut-être mieux à faire que de lui mettre une statue. Où est le problème? Dans ce pays, on a passé notre temps à dévisser et remonter des statues. Il y en a certaines qu'on n'a jamais remontées. Par exemple, la salle Colbert. Nathalie. Est-ce que vous considérez que c'est une façon de revisiter l'histoire? D'ailleurs, vous avez passé des soirées entières dans la salle Colbert, je crois. Non, mais si on commence à parler d'histoire, on est là pour un moment. Justement, alors, est-ce que vous pensez qu'il faut revisiter l'histoire, y compris sur les choses? Franchement, c'est offensant. Regardez à l'Assemblée nationale,
il y a eu, à l'époque, il y a eu un député noir, au tout début. Alors lui, il a mis plus d'1 an à arriver à Paris. Bon, son nom est nulle part. Moi, je proposerais de changer le nom de la salle Colbert, qui est quand même un homme d'Ancien Régime, de sous Louis XIV. On a peut-être des modèles plus intéressants à proposer aux Français. On pourrait donner le nom de ce député noir que vous voyez qu'à l'instant où je vous parle, moi-même je m'en souviens pas. Mais je sais qu'il existe, qu'il a été là, qu'il a mis plus d'1 an à arriver pour venir voter avec les autres. Bon, voilà, vous avez eu des hommes... Là, on va célébrer Napoléon, mais où on va comme ça? Alors justement, je vous posais la question, Napoléon ou les 150 ans de la Commune, manifestement... l'exécutif a décidé que Napoléon, oui. Et sur la Commune, il y a toujours un point d'interrogation. On me dit que c'est le nom d'ailleurs de ce premier député. Vous êtes trop savant, vous là. Non, mais j'ai un deuxième cerveau, vous savez. Ah oui, pardon. Il s'appelle Alexandre Gilardi, il travaille avec moi. Il est dans mon oreillette. En fait, c'est Corbière qui a retrouvé la trace de ce Bellay et qui a proposé, je veux quand même lui rendre ce mérite, qui a proposé qu'on appelle la salle Colbert, qu'on appelle la salle Bellay. Alors quoi? Il reste 2 minutes. Oui, Napoléon. Manifestement, Emmanuel Macron est prêt à se soumettre, voilà, et pas la Commune. Chacun ses goûts. Il préfère un putschiste qui a attenté à la République. Alors Napoléon est un grand homme, je veux dire au sens où il a fait beaucoup de choses impressionnantes, notamment défendu la France, qui était continuellement envahie, parce qu'on a l'air d'oublier que les guerres ont été déclenchées par les autres, pas par les Français. Et donc il a fait les choses plutôt bien. Mais il a fait un putsch. Et puis il a traité ses opposants d'une manière assez singulière, il a établi le concordat et rétabli l'esclavage. Disons que dans la balance de l'histoire, bon... C'est l'histoire, on la prend comme elle est, on la prend, on discute. Je suis pour qu'on discute. On en débat. Mais on célèbre pas, quoi. Faut quand même pas exagérer. On commémore, et commémorer et célébrer, c'est pas la même chose. Oui. Exactement. Mais commémorer, en général, on essaye de commémorer pour que c'est un sens. Dites-moi, Madame Saint-Cric, quel est le sens de commémorer Napoléon Ier? Qu'est-ce que ça serait? Les victoires des armées françaises, l'invasion de la Russie, le rétablissement de l'esclavage, quoi? Le code civil, dont les 2 tiers étaient déjà écrits et que lui, la partie qu'il a mis... Et si on vous pose la question sur la Commune, alors vous avez déjà eu l'occasion d'en parler. Mais la Commune, c'est la liberté, c'est le brave peuple qui essaye de s'auto-diriger, et c'est le brave peuple qui déclare les premières lois laïques, les coopératives ouvrières. C'est des pauvres gens, 32 000 d'entre eux ont été fusillés. Ah, quand on parle de la grande révolution de 89, tout le monde sort son mouchoir, et puis des pierres pour Robespierre. Mais quand il s'agit de la Commune, alors là, tout le monde tourne les yeux, regarde ailleurs. 32 000 fusillés, 12 000 déportés. Tout ça pourquoi? Des gens qui voulaient la liberté et qui ne voulaient pas être envahis par les Allemands. Vive Louise Michel. On aura donc appris, Jean-Luc Mélenchon, que vous êtes un amoureux déçu et que la politique, elle a aussi cette dimension, affective. Évidemment. Évidemment. Bah, évidemment. Non, mais les souffrances du jeune Werther, maintenant, c'est les souffrances du jeune Jean-Luc Mélenchon. Bah, l'engagement politique opère une conversion magique de l'individu. Et autre découverte au cours de cette émission, vous concerne. Vous jouez à Minecraft ou à Call of Duty? Non, je joue pas, j'ai pas le temps. Déjà. Vous n'êtes pas un gamer? Pas vraiment, non, on peut pas dire ça. Et il vaut mieux parce que. Mais je dessine et j'écris. Alors rien que pour trouver le temps de faire ça, et puis tout le reste, que voulez-vous, ça fait beaucoup. Mais ma vie est passionnante, de passion, de douleur, de joie, comme vous tous. Mais moi, c'est dans l'arène. Tout m'intéresse, que voulez-vous que je vous dise. Même les expéditions sur Mars, je me dis comment ça se fait qu'il n'y a pas de véhicule français, ça m'énerve, parce qu'on sait faire des fusées, on sait tout faire. La vraie question, c'est est-ce qu'il y a de la vie sur Mars? Je serai le seul Merci, Jean-Luc Mélenchon. Campagne sur la question de l'espace numérique et de la mer. Ça fait 5 ans que on va devoir rendre l'antenne. Mais je sais que ça passionne pas tout le monde. Non, mais c'est le début de la campagne et vous reviendrez en parler. Merci infiniment en tout cas d'avoir été notre invité. Merci à Alexandre Gilardi, à toute l'équipe technique de Questions Politiques. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine.